Alors, pour montrer qu'il y a une vraie histoire de dimension, en attendant de montrer l'existence même de base, on va se situer dans Zn et on va choisir une base. Alors a priori, je vais faire le candide, je vais prendre une base de cardinal K. Et il se trouve, alors base, hein, ça veut dire que pour tout x dans Zn, x se décompose de façon unique, hein, en somme de xi, ei, d'accord, i de 1 à k, avec les xi bien sûr, dans Z. Alors, bon, par exemple, hein, vous allez avoir la base canonique de Zn, hein, que je vais appeler par la suite toujours BI, hein, I de 1 à n, c'est une base, c'est la base canonique de Zn. Alors, montrer que toute base de Zn est de cardinal n. Voilà, pour commencer. Alors bien sûr, on ne part pas de rien, on a la théorie des espaces vectoriels qui peut nous aider. Ok, on est reparti, on va montrer que E ici est une Q-base de Qn. Pourquoi on va faire ça? Voilà, hein, parce que on n'est pas dans les espaces vectoriels, hein, puisqu'on a on a des Z-modules en quelque sorte, des réseaux, mais on n'est pas loin d'avoir des espaces vectoriels. Z est assez proche de Q. Et là, dans Qn, il est tentant d'y aller pour appliquer cette propriété que de base, on a une cardinale quand on est dans Q. Donc, il suffit de montrer que ceci, E, qui est une base de Zn, donc qui est dans Zn, et donc qui est dans Qn, puisque Zn est inclus dans Qn, est une base de Qn. C'est-à-dire qu'elle est libre et génératrice. Voilà. Libre. Ça veut dire que si la somme, si on a une combinaison linéaire, mais attention, les xi sont dans Q, xi, somme de xi, ei égale 0, alors il faut montrer que les xi sont tous nuls. Mais maintenant, je vais me ramener à quelque chose sur z. Comment je vais me ramener sur z? En multipliant par le dénominateur commun des xi. Vous avez toujours un dénominateur assez grand qui va être multiple de tous les dénominateurs de tous les xi, puisqu'il y a un nombre fini, hein, ça c'est important, le mot fini ici. Donc on a un a tel que a est non nul, d'accord, parce que c'est un produit de tous les dénominateurs, et a fois xi appartient à z pour tout i, d'accord. Donc maintenant, ça veut dire que je vais multiplier cette relation par a pour obtenir une relation avec une combinaison z linéaire, cette fois-ci, égale 0. Maintenant qu'on a une relation z linéaire des ei qui est nulle, on sait que c'est une base, donc c'est libre. Ça veut dire que pour tout i, axi égale 0. Et comme a est non nul, ça fait que xi égale 0, quel que soit i, c'est ça qu'on voulait. Maintenant, c'est donc q libre. Maintenant, il faut montrer que c'est q générateur. Donc on prend x dans qn, et il va falloir montrer que x se décompose avec des coefficients dans q dans les ei. D'abord, x se décompose avec coefficient dans Q dans la base des BI, évidemment, puisque on a la base canonique de Zn qui reste la base canonique de Qn. Pareil, on prend les xi, on multiplie par le produit, quitte à multiplier par le produit des dénominateurs de tous les xi, et on a ici un élément a qui va être non nul, et tel que axi appartient à z. Maintenant, cette relation, je la multiplie par a, ça va faire ax égale somme de i égale 1 à n de axi bi, et les axi sont maintenant des entiers. Et donc ça, c'est dans Zn. Voilà. Maintenant, on va se servir du fait que i, c'est une famille génératrice de Zn, et que les BI sont dans Zn. Donc BI s'écrivent comme combinaison Z linéaire des EI. Et comme une combinaison linéaire d'une combinaison linéaire est encore une combinaison linéaire, puisque Z est un anneau, ça va rester Z linéaire, et on va avoir que ce AX va être une combinaison Z linéaire de combinaison Z linéaire, donc une combinaison elle-même Z linéaire des EI. Donc somme de I égale 1 à K de alpha I EI. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à diviser par A, puisque je suis dans Q,
x égale somme de i égale 1 à k, hein, d'accord, des alpha i sur a, parce que a est non nul, ei. Donc x s'écrit à coefficient dans Q dans la famille ei. Donc la famille est génératrice. Et donc c'est une base, et comme toutes les bases ont le même cardinal dans Qn, et ben ça veut dire que n est égal à k. Et voilà. Alors maintenant on attaque celui-ci, qui va nous permettre de regarder les bases comme des éléments des matrices, donc des outils de calcul. Et les z-bases seront vues non seulement comme des matrices, mais comme des éléments d'un groupe de matrices. Et ce groupe, c'est GLN de Z. Et GLN de Z, on a vu qu'on pouvait le caractériser, et on caractérisait les éléments avec le déterminant égal plus ou moins 1. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort pour comprendre toutes les bases de Zn. Voilà. Donc à une base, une Z-base, évidemment, on associe la matrice, maintenant qu'on sait qu'elle a n éléments, d'accord, cette base, on associe la matrice dont les colonnes sont les éléments de la base dans la base canonique de Zn, d'accord. Donc on regarde les vecteurs, les EI comme des vecteurs colonnes, on en fait une matrice, elle est NN, d'accord, puisqu'on a même cardinal, donc c'est une matrice carrée, et on va montrer qu'elle est dans GLN de Z, et qu'on a une bijection ici entre l'ensemble des Z-bases de Zn et GLN de Z. C'est quelque chose de puissant, autant de façon théorique parce qu'on a un groupe ici, que de façon pratique, parce qu'on a un outil de calcul. Ce sont des matrices. Voilà. Alors, la remarque préliminaire, c'est toujours pareil. Quand on travaille sur Z, il faut bien penser qu'on a un corps qui n'est pas loin de chez nous, c'est le corps Q, d'accord. On peut aller chercher R si on n'est pas à l'aise avec Q, mais tant qu'on ne fait pas de topologie, je ne vois pas trop l'intérêt. Et Q, c'est un corps, et là, on sait ce que c'est que cette matrice-là, des colonnes. Si on regarde ça comme Zn qui est plongé dans Qn, on sait que E1 jusqu'à En, ça va être une partie libre. On a vu que c'était une Z partie libre, donc une Q partie libre. Et donc, on a vu que, bien sûr, puisqu'il y a n éléments et que c'est une partie libre, c'est aussi une base de Qn. Ça, on l'a vu. Voilà. Donc, là, on a une application qui marche bien. C'est l'application qui a une base de Qn, associe la matrice de passage de la base canonique de Qn vers cette base, d'accord, vers la base E. Et ça, on sait déjà que ça va être dans GLN de Q. Donc c'est déjà du travail de fait, d'accord, qui va nous aider. Alors si vous préférez travailler sur R, travaillez sur R, mais il n'y a pas tellement d'intérêt. Le tout, ici, on va chercher des propriétés de corps pour avoir des propriétés d'espace vectoriel, et ça nous suffit. Voilà. Donc on est en train de regarder l'application qui a une base de Qn associe la matrice de passage. Et donc ça va dans GLN de Q, et ça, on sait que c'est une bijection. Donc maintenant, juste le truc, c'est qu'il faut montrer que c'est une bijection vers GLN de Z, d'accord? C'est juste ça. Donc ME, il faut montrer que c'est dans GLN de Z. Donc là, on se pose la question. Ben oui, parce que les EJ, quand on va aller regarder dans la base canonique de Zn des BI, ça s'écrit évidemment avec des coefficients dans Z, puisque les EJ sont tous dans Zn, donc les AIJ ici, les coefficients sont dans Z, donc la matrice ME est à coefficient dans Z. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Il faut montrer que ME-1, son inverse, dont on sait qu'elle existe dans GLN de Q, parce que c'est inversible dans Q, ça nous aide. ME-1, on sait que c'est la matrice de passage de la base de la Q base E vers la Q base B. Ok. Donc ça veut dire que ce sont les vecteurs de B, donc de la base canonique, dans la base E en colonne. D'accord? Mais étant donné que ceci, E, est une base de Zn, tous les vecteurs de Zn s'écrivent comme
Z combinaison linéaire des EI, et donc en particulier, BJ s'écrit somme de J égale 1 à N de A'Ij EI, avec les A'Ij évidemment dans Z, parce qu'on a une Z base ici. Donc ça veut dire que ME-1 est un coefficient dans Z, et c'est ce qui suffit pour montrer que ME est dans GLN de Z. Voilà. Donc maintenant, il faut montrer que c'est injectif et surjectif. Mais injectif, c'est déjà injectif. D'accord? Parce que ça l'était déjà dans QN. Donc ça reste l'injectivité. Cette application, c'est juste une restriction d'une application bijective à, ici, l'ensemble des bases, des Z bases. D'accord? Au départ, on part des Q bases, et là, on se restreint à l'ensemble des Z bases. Donc ça reste injectif, donc il n'y a pas de problème. La surjectivité, bon, bah oui, parce qu'il faut partir de M à partir 1, parce que ça, c'est surjectif là-dessus. Mais maintenant, il faut partir de M dans GLN de Z, et il faut prendre E, tel que, donc E, la Q base, a priori, tel que M, c'est la matrice de passage de B vers E. Donc ça, en tant que Q base, ça existe. Mais, vu que M est un coefficient dans Z, EJ, tous les EJ de cette Q base sont dans Zn. A priori, ils sont dans Qn, mais comme M est un coefficient dans Z, c'est dans Zn. Comme c'est une partie libre, puisque c'est une Q base, c'est une partie libre sur Q, forcément c'est une partie libre sur Z. Donc ça pose pas de problème, d'accord? Parce qu'il faut montrer que c'est maintenant que c'est une Z base. Ici, on veut que ce soit une Z base. Donc c'est déjà une partie libre. Et pourquoi c'est générateur? Parce que si je pose M-1 égale A'Ij, je sais que comme M est dans GLN de Z, M-1 est au moins dans Mn de Z, d'accord? Et donc M-1, c'est la matrice de passage de E vers B, c'est-à-dire que c'est B dans la base EI, c'est B qui s'écrit dans la Q base EI, ici, et donc ça veut dire que BJ s'écrit comme Z combinaison, parce que c'est ce Z-là, comme Z combinaison des EI. Donc, comme tout vecteur de Zn s'écrit comme Z combinaison des BI, et que les BI s'écrit comme Z combinaison des EI, tout vecteur va s'écrire comme Z combinaison des EI, et ça veut dire que c'est générateur. Donc, on a bien trouvé une Z base ici qui est l'antécédent de M. Donc c'est surjectif et c'est terminé. Voilà. Alors, là, tout de suite une application pour n égale 2. Soit AB, d'accord, un vecteur de Z2, un vecteur si vous voulez l'appeler un vecteur. En théorie, c'est pas un vecteur, c'est pas un espace vectoriel. Donc bon, un couple, ouais, de Z2, donc A et B sont des entiers, et il faut montrer que ça se complète en une Z base, si et seulement si A et B sont premiers entre eux. Voilà, essayez de le faire. Prenez votre temps et utilisez évidemment ce qu'on vient de voir sur la caractérisation des Z bases par le groupe GLN de Z. Alors on y va. On va montrer dans ce sens-là, là comme ça. C'est assez rigolo. Si A et B sont premiers entre eux, on a Bezout qui nous dit qu'il va exister deux entiers U et V tels que UA plus VB égale 1. Donc c'est l'identité de Bezout. Et donc, ça veut dire que le déterminant, ça je l'écris de façon déterminantale, AB moins VU est égal à 1. Mais est égal à 1, on a vu que ça a entraîné que la matrice AB moins VU, puisque 1 est inversible dans Z, moins VU, c'est dans GL2 de Z. Voilà. Mais ça, on a vu que comme c'est dans GL2 de Z, ça veut dire que AB et moins VU est une Z base de Z2. Voilà, d'accord? Donc c'est bon, on a complété AB en une base. Maintenant, on va faire l'implication directe par la contraposée. On va supposer ici que ce n'est pas premier entre eux et on va montrer que ça ne se complète pas en une Z base. Donc si ce n'est pas premier entre eux, c'est qu'on a un D non inversible
qui divise A et B, on va dire. C'est-à-dire que A est égal à DA' et B est égal à DB' avec D différent de 1 et moins 1. Maintenant, je prends un vecteur quelconque alpha bêta de Z2, d'accord? Et ben, je vois que le déterminant de AB alpha bêta, par linéarité, multilinéarité du déterminant, je peux mettre D ici en facteur, et j'ai D facteur d'un élément de Z, hein. Tout ça c'est dans Z, A', B' sont dans Z, alpha, bêta sont dans Z, donc le déterminant là il est dans Z. Donc ça ne pourra jamais être égal à 1, ni moins 1, d'accord? Parce que D divise ce déterminant. Donc ça veut dire que, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, que AB ne peut pas se compléter en une base. Vous voyez le côté vraiment pratique, hein, du déterminant et de la vision matricielle, hein, des bases. Voilà.